Il était 22h43, un mardi 14 mars. 8 degrés dehors, mais la sueur sur mon front était glaciale. Elle sentait la peur pure. L'air puait le béton humide, les poubelles brûlées et l'odeur métallique du sang de Yacine qui écoulait vers une grille de égout à 2 mètres de moi. Tandis que la silhouette du vieux se projetait sur mon corps brisé, la seule chose que j'entendais était le clic sec de la culasse de son pistolet se verrouillant en arrière, vide. C'est là que j'ai compris qu'on avait signé notre arrêt de mort. Fais une pause. Respire. Ce que je vais te raconter, ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un document classifié du bitume. Alors, avant que la DGSI ne signale cette chaîne pour apologie du grand banditisme, fais ce qu'il faut. Abonne-toi. Active la cloche. Tu protèges ce canal, et tu te protèges toi. Car ici, les murs ont des oreilles, et les algorithmes sont les nouveaux choufs. Chaque clic est une couche de blindage pour que la vérité sorte sans filtre. Maintenant que tu as renforcé le périmètre, on peut revenir en arrière. Retournons 2 heures avant l'enfer, quand on était encore les rois du pétrole, les seigneurs des quartiers nord. C'est important que tu comprennes notre mentalité, notre arrogance. Tu dois voir le monde à travers mes yeux de L époque pour saisir l'ampleur de l'erreur fatale qu'on a commise. Car la chute est toujours plus dure quand on part de très haut. Et crois-moi, on planait. À Marseille, si tu es de la DZ Mafia, la ville t'appartient, on parle cash. Les quartiers nord, c'est notre fief, notre royaume. On était une petite équipe soudée, 3 loups affamés. Yacine, le plus impulsif, Karim, le technicien discret, et moi, Zino, le chef d'orchestre. On était respectés parce qu'on était froid, efficace dans les braquages. On se sentait invincible, une force de la nature qui pliait la rue à sa volonté, au calme, sans pression. Ce soir-là, on était posé dans un bar à chicha de la Castellane, mon AKM nonchalamment posé contre le mur. La fumée épaisse sentait la pomme et l'ambition. Le son était un drill français lourd qui faisait vibrer les vitres. Entouré de nos semblables, on se sentait intouchable, protégé par la réputation du clan. Chaque regard fuyant des civils, chaque hochement de tête respectueux des petits de la cité, tout ça nourrissait notre ego démesuré. On était les prédateurs ultimes de cet écosystème. L'ordre du capot était tombé par message crypté, direct et sans fioriture. Il me faut un TMAX 9, sans plaque, pour un go fast demain matin. Ramener le jouet à la base. Ce n'était pas juste une mission. Était un test de loyauté et d'efficacité. Une occasion de plus de prouver ma valeur. De montrer que mon équipe était la meilleure pour ce genre d'activité et de prendre une part plus grosse du gâteau. De monter en grade dans le plan stup. Notre équipement était à la hauteur de notre réputation. 2 scooters T-Max noirs pour la mobilité, des survêtements Lacoste assortis pour l'uniforme, et bien sûr, les armes. Karim avait un Glock 19, fiable et discret. Yacine, un vieux Beretta. Moi, j'avais la pièce maîtresse, une Kalachnikov AKM, calibre 7.62, l'outil de travail qui impose le respect et met fin à toute discussion avant même qu'elle ne commence. Ma sacoche Gucci contrefaite contenait 3 chargeurs pleins. On était prêt pour la guerre. On n'était pas des charbonneurs de bas étage, à vendre du shit au détail. Notre spécialité était l'action rapide, le braquage chirurgical. On avait une réputation à tenir. On ne laissait pas de traces. On ne parlait pas. On agissait. Cette confiance en nous, cette certitude être les plus malins et les plus forts, était notre plus grande force. Mais comme tu vas le découvrir, était aussi la graine de notre destruction. L'orgueil précède toujours la chute, c'est une règle universelle. La motivation, ce n'était même plus vraiment l'argent. L'argent, était une conséquence, un bonus. Le vrai moteur, était l'adrénaline, le pouvoir de prendre ce qu'on voulait, quand on le voulait. C'était une guerre contre l'ennui, contre le système qui nous avait parqués dans ces cités. Chaque opération réussie était un doigt d'honneur à la police, aux riches du Prado, à la France entière. On était les rois de notre propre chaos, et on aimait ça. On s'est posté dans une voie de service mal éclairée, une bretelle de sortie de l'autoroute A7 qui s'enfonçait dans le labyrinthe de la Castellane. Était notre terrain de chasse. Le vent Mistral soufflait en rafales froides, charriant l'odeur de diesel et de pain. On connaissait chaque recoin, chaque angle mort. Était le guet-apens parfait, un piège naturel dont nous étions les araignées, attendant patiemment que la mouche se présente dans notre toile de béton et de pénombre. Et puis,
On l'a vu. Un Yamaha T-Max 560, modèle récent, gris foncé, qui arrivait à vitesse constante. Un seul pilote, pas de passagers. Il roulait tranquillement, sans se douter de rien. C était presque trop beau pour être vrai. La proie idéale, servie sur un plateau d'argent. Dans nos têtes, le scénario était déjà écrit. Le T-Max était déjà dans notre garage. Et nous, on était déjà en train de fêter ça. La routine, quoi. En s'approchant, on a distingué le pilote. Un type d'environ 55 ans, cheveux poivre et sel, le dos un peu voûté. Il portait un blouson de cuir usé, un jean, des bottes de travail. Le portrait robot de l'ouvrier qui rentre chez lui après une longue journée. Aucune menace, aucune méfiance à avoir. Cette vision a cimenté notre certitude. Ça allait être un jeu d'enfant, une simple formalité. On a échangé un regard avec Yacine. Trop facile. Le plan était simple, répété des dizaines de fois. Yacine et Karim allaient lui couper la route, le forcer à ralentir et à s'engager dans la ruelle sans issue. Moi, j'arriverais par derrière, en renfort, la calage bien en évidence pour dissuader toute tentative de rébellion. 30 secondes, 1 minute tout au plus. Pas de violence inutile, juste une démonstration de force. On prend les clés, on prend le T-Max et on disparaît. Propre, net, sans bavure. L'exécution a été parfaite. Nos scooters ont encerclé le T-Max, le guidant exactement là où on voulait. Une impasse qui débouchait sur un parking abandonné, jonché de carcasses de voitures brûlées et de blocs de béton. Le piège s'est refermé. Les lumières de la ville semblaient lointaines, étouffées. Nous étions seuls avec notre proie, dans notre arène. L'odeur de l'essence froide et du métal rouillé flottait dans l'air. Le décor était planté pour une tragédie. La certitude de la victoire était totale. L'adrénaline commençait à monter, ce mélange familier de puissance et d'excitation. On était les maîtres du jeu, les réalisateurs de cette scène. Le vieux N n'était qu'un figurant dans notre film, un obstacle passif sur notre chemin. On allait plier ça en 2 temps 3 mouvements. C'est cette arrogance, cette conviction absolue de notre supériorité qui nous a rendus complètement aveugles aux dangers réels qui nous faisaient face. Je suis descendu de mon T-Max, le mouvement fluide et répété. J'ai épaulé l'AKM, le métal froid contre ma joue. La sécurité était déjà enlevée. Ma voix est sortie, dure et sans appel, résonnant contre les murs de béton. Alors, le vieux, descend, sans faire le con, les mains sur la tête et passe les clés. C était notre phrase d'accroche, notre signature, le début du protocole habituel, le moment où la peur devait s'installer chez la victime. Mais il ne s'est pas passé ce qui devait se passer. Le vieil homme a coupé le contact du T-Max. Le phare s'est éteint d'un coup, nous plongeant dans une semi-obscurité seulement percée par la lueur orange et vacillante d'un lampadaire défectueux. Il est descendu de la machine avec un calme déconcertant, presque théâtral. C était anormal. Une proie doit avoir peur, elle doit trembler, supplier. Lui, il était immobile, silencieux, comme une statue dans la pénombre. Son regard, C était ça le plus étrange. Il n'a pas regardé nos armes, pas une seule fois. Ses yeux balayaient l'environnement. Les tas de décombres, les carcasses de voitures, les possibles voies de sortie. Il mesurait les distances entre nous, analysait nos postures. Ce N n'était pas le regard d'un civil terrifié. C était le regard d'un expert en train de faire une évaluation tactique du terrain. Il nous scannait, nous jaugeait, nous classifiait. Et c'est là que j'ai senti le premier frisson. Un courant d'air glacial qui n'avait rien à voir avec le Mistral. Le silence de ce type était plus assourdissant que les menaces que je pouvais hurler. Il y avait une densité dans l'air, une tension palpable. Le temps semblait ralentir. Mon instinct, cette petite voix qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois, commençait à crier dans ma tête que quelque chose n'allait pas, que cette opération naine n'était pas comme les autres. Le détail qui a tout fait basculer dans mon esprit, c'est la façon dont il a posé la béquille du scooter. Un geste précis, mesuré, sans la moindre hésitation. Il n'a pas jeté le T-Max au sol par panique. Il l'a sécurisé comme s'il comptait le récupérer après. Ce N n'était pas un geste de soumission. C était un geste de méthode, de procédure. Un homme qui a peur ne pense pas à ne pas abîmer sa machine. Un prédateur, lui, oui. J'ai essayé de reprendre le contrôle, de briser cette atmosphère pesante. J'ai fait un pas en avant, le canon de la calache pointé sur son torse. T'as-tu fait le sourd ou quoi? Les clés, maintenant. Ma voix se voulait menaçante, mais j'y entendais une pointe d'incertitude que lui aussi a dû percevoir.
Je jouais mon rôle, mais je n'y croyais plus. J'y étais face à un mur, et ce mur me regardait. Il n'a pas répondu. Il a simplement levé les mains lentement, paumes ouvertes, un geste universel de reddition. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils étaient froids, vides de toute émotion. C'était le regard d'un chirurgien avant une opération, ou d'un boucher devant une carcasse. Il n'était pas la victime. Il était elle, évaluateur. Il attendait. Il attendait que l'un de nous fasse la première erreur. Et c'est Yacine, bien sûr, qui l'a faite. Karim, à ma droite, devenait nerveux. Je le voyais gigoter. Son Glock tremblait légèrement dans sa main. Yacine, à gauche, perdait patience. Je le connaissais. Il détestait quand les choses ne se passaient pas comme prévu. « On va pas y passer la nuit », a-t-il lâché en s'avançant vers le vieux pour lui arracher son casque. C était l'étincelle, l'erreur fatale que l'autre attendait depuis le début. Mon dialogue intérieur était un chaos. Une partie de moi hurlait de tirer, de neutraliser la menace inconnue. L'autre, paralysé par l'incompréhension, me disait d'attendre. Ce n'est pas un civil, ce n'est pas un flic. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais ressenti ça. Cette impression d'être passé du chasseur à la proie sans même qu'un coup de feu ne soit tiré. Le monde venait de basculer, et je n'avais pas encore compris à quel point. Au moment précis où Yacine a tendu le bras, le vieux a explosé. Ce N n'était pas une attaque. Ceci était une déflagration de mouvement. Un pas de côté fulgurant, utilisant le corps de Yacine comme bouclier humain entre lui et moi. Simultanément, sa main droite a plongé sous son blouson. Le mouvement était un dégainé d'une fluidité irréelle. Le SIG Sauer SP 2022 est apparu comme par magie dans sa main. Tout ça en moins d'une seconde. 2 détonations sèches, presque discrètes. Pop-pop. Pas le vacarme d'une arme de voyou, mais le son mat et professionnel d'un outil de spécialiste. Une doublette tactique, 2 balles à pointe creuse, en plein dans le centre de masse de Yacine. Il s'est effondré comme une poupée de chiffon, sans un cri, les yeux grands ouverts de surprise. La vie l'a quitté avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Il était devenu une base comptable. Karim a paniqué. Il a ouvert le feu. Une rafale désordonnée de 9 mm qui a criblé le mur d'un bâtiment derrière. Une réaction de civils, pas de soldats. Pendant ce temps, le vieux avait déjà pivoté et roulé derrière un bloc de béton, disparaissant dans l'ombre. Il ne ripostait pas au hasard. Il se déplaçait, il créait de nouveaux angles. Il reprenait l'initiative tactique. Il nous déconstruisait, pièce par pièce, avec une efficacité terrifiante. J'ai tenté de viser avec la calache, de balayer sa position, mais c'était comme essayer d'attraper de la fumée. Il était un fantôme. Un seul tir est parti des ténèbres, une flamme brève. La balle a frappé le genou de Karim, qui est tombé en hurlant de douleur, son arme glissant sur le bitume. Avant que je puisse traiter l'information, une autre détonation, venant d'un angle complètement différent. Une douleur aveuglante a explosé dans ma cuisse. Mon fémur venait de voler en éclats. La douleur était une surcharge électrique, une lumière blanche qui a effacé le monde. Je me suis écroulé, ma Kalachnikov tombant lourdement à côté de moi. En moins de 5 secondes, notre équipe, les prédateurs de la cité, avait été neutralisée, anéantie. Je gisais au sol, le sang chaud coulant le long de ma jambe, et je voyais la silhouette se rapprocher calmement, son pistolet en position de contrôle, balayant la zone. Le passage de chasseur à gibier avait été instantané et absolu. Il n'y avait pas eu de combat, pas d'échange de tirs. Il y avait eu une exécution. 3 tirs chirurgicaux qui avaient démantelé notre opération et nos vies. Le KON n'était pas venu d'une rafale de kalash, mais de la précision glaciale d'un seul homme, d'un seul pistolet. Il était l'ordre, et nous étions le désordre qu'il venait de ranger. Ses mouvements étaient d'une économie parfaite. Chaque pas était calculé. Il ne courait pas, il progressait. Il n'y avait aucune hésitation, aucune émotion. C était l'application d'un protocole, d'un entraînement répété des milliers de fois jusqu'à devenir une seconde nature. Il se déplaçait comme un professionnel de la violence. Un homme pour qui cette situation n'était pas une crise, mais un simple problème à résoudre. Un opérateur. La révélation m'a frappé avec la force d'une balle. Cet homme, N, n'était pas un ouvrier. Ce N n'était pas un simple civil qui avait eu de la chance. La façon dont il tenait son arme, sa posture, sa lecture du terrain, tout criait son appartenance à une élite. Gendarmerie, police, militaire. Je ne savais pas. Mais je savais que nous avions attaqué un loup qui s'était déguisé en agneau pour mieux nous attirer dans son piège.
Alors qu'il se tenait au-dessus de moi, le canon de son arme pointé vers mon visage, j'ai entendu le son qui a scellé notre défaite. Le clic métallique et définitif de la glissière de son pistolet se bloquant en position ouverte. Il était à court de munitions, mais ça n'avait plus d'importance. Le travail était fait. Ce son N n'était pas un signe de faiblesse. C'était la ponctuation finale de notre humiliation, la signature de l'artiste. Le vétéran s'est approché. Il a vérifié le pouls de Yacine, puis celui de Karim. Une simple formalité. Il a confirmé les 2 basses. D'un coup de pied précis, il a envoyé ma Kalachnikov glisser à plusieurs mètres, hors de ma portée. J'ai essayé de ramper, délirant de douleur, mais il a simplement posé sa botte sur ma main, elle écrasant contre le goudron froid. Le message était clair. Le jeu était terminé. Il n'a pas appelé les flics. Il a sorti un vieux téléphone, pas un smartphone. Il a composé un numéro et a parlé d'une voix neutre, sans émotion. Protocole, gris, activé, secteur nord, nettoyage nécessaire. Estimation, 15 minutes. Puis il s'est accroupi et, avec une patience infinie, il a ramassé les 3 douilles de 9 mm qu'il avait éjectées. Il effaçait ses propres traces. C était un professionnel jusqu'au bout. L'humiliation suprême est venue ensuite. Il s'est agenouillé à côté de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait le café froid. Il ne m'a pas aidé, il ne m'a pas achevé. Il a chuchoté, et ses mots étaient plus tranchants qu'une lame. « Vous êtes des amateurs. » Bruyant. « Dis à ton chef que la saison de la chasse a changé. » Puis il s'est relevé, est monté sur son T-Max et a disparu dans la nuit. J'ai été retrouvé 1 heure plus tard par une patrouille de la BRI, alerté par un appel anonyme. Ils m'ont sauvé la vie, mais ils ont aussi pris le reste. J'ai pris 8 ans ferme à la prison des Baumettes pour association de malfaiteurs et tentative de vol à main armée. Yacine et Karim ont fini à la morgue, 2 noms de plus dans les statistiques de la violence à Marseille. Notre équipe avait cessé d'exister. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, me voilà. J'ai 31 ans. Je suis assis sur ce fauteuil roulant, près de la gare Saint-Charles, à faire la Manche. Ma jambe droite a été amputée sous le genou. Le froid de l'hiver remonte par le métal de mon fauteuil et me ronge les os. Je suis un fantôme, un débris de cette nuit-là, une carcasse abandonnée sur le parking de ma propre vie. La DZ Mafia m'a jeté comme un déchet. Perdre 2 hommes et une calache pour un T-Max raté. J était devenu un bouffon, un passif, un homme mort qui respirait encore. Ma propre famille du crime m'a tourné le dos, me laissant pourrir seul. Sortir de prison a été pire que d'y rester. Dehors, je suis une cible pour les clans rivaux, et même pour mes anciens frères qui pourraient vouloir effacer une preuve vivante de leur humiliation. Et l'ombre grise, son nom d'opérateur. Il n'a jamais été identifié, jamais inquiété. L'enquête a été classée, règlement de compte entre bandes rivales. Mais parfois, dans les rues, j'entends des rumeurs, des histoires d'un fantôme qui fait le ménage dans les quartiers, un justicier silencieux qui fait disparaître des trafiquants sans laisser de traces. Je sais que c'est lui. Il est toujours là, en activité. Dans le milieu, on croit que la taille de la Kalachnikov définit le prédateur. On pense que la brutalité fait la force. Cette nuit-là, j'ai appris la leçon la plus importante de ma misérable vie. Il y a une hiérarchie dans la violence. Et tout en haut, il y a des monstres qu'il ne faut jamais, jamais provoquer. Il y a des gens qui ne sont pas des gens. Ce sont la République, déguisée en vieil homme fatigué sur un scooter. Il était 22h43. Un mardi 14 mars. 8 degrés dehors, mais la sueur sur mon front était glaciale. Elle sentait la peur pure. L'air puait le béton humide. Les poubelles brûlées et l'odeur métallique du sang de Yacine qui s'écoulait vers une grille d'égout à 2 mètres de moi. Tandis que la silhouette du vieux se projetait sur mon corps brisé, la seule chose que j'entendais était le clic sec de la culasse de son pistolet se verrouillant en arrière, vide. C'est là que j'ai compris qu'on avait signé notre arrêt de mort. Fais une pause, respire. Ce que je vais te raconter, ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un document classifié du bitume. Alors avant que la DGSI ne signale cette chaîne pour apologie du grand banditisme, fais ce qu'il faut. Abonne-toi, active la cloche. Tu protèges ce canal et tu te protèges toi. Car ici, les murs ont des oreilles. Et les algorithmes sont les nouveaux choufs. Chaque clic est une couche de blindage pour que la vérité sorte sans filtre. Maintenant que tu as renforcé le périmètre, on peut revenir en arrière. Retournons 2 heures avant l'enfer, quand on était encore les rois du pétrole, les seigneurs des quartiers nord.
C'est important que tu comprennes notre mentalité, notre arrogance. Tu dois voir le monde à travers mes yeux de l'époque pour saisir l'ampleur de l'erreur fatale qu'on a commise. Car la chute est toujours plus dure quand on part de très, très haut. Et crois-moi, on planait. À Marseille, si tu es de la DZ Mafia, la ville t'appartient. On parle cash. Les quartiers nord, c'est notre fief, notre royaume. On était une petite équipe soudée, 3 loups affamés. Yacine, le plus impulsif, Karim, le technicien discret, et moi, Zino, le chef d'orchestre. On était respectés parce qu'on était froid, efficace dans les braquages. On se sentait invincible, une force de la nature qui pliait la rue à sa volonté, au calme, sans pression. Ce soir-là, on était posé dans un bar à chicha de la Castellane, mon AKM nonchalamment posé contre le mur. La fumée épaisse sentait la pomme et l'ambition. Le son était un drill français lourd qui faisait vibrer les vitres. Entouré de nos semblables, on se sentait intouchable, protégé par la réputation du clan. Chaque regard fuyant des civils, chaque hochement de tête respectueux des petits de la cité, tout ça nourrissait notre ego démesuré. On était les prédateurs ultimes de cet écosystème. L'ordre du capot était tombé par message crypté, direct et sans fioriture. Il me faut un TMAX 9, sans plaque, pour un go fast demain matin. Ramener le jouet à la base. Ce N n'était pas juste une mission. C était un test de loyauté et d'efficacité. Une occasion de plus de prouver ma valeur, de montrer que mon équipe était la meilleure pour ce genre d'activité et de prendre une part plus grosse du gâteau, de monter en grade dans le plan stup. Notre équipement était à la hauteur de notre réputation. 2 scooters T-Max noirs pour la mobilité, des survêtements Lacoste assortis pour l'uniforme, et bien sûr, les armes. Karim avait un Glock 19 fiable et discret. Yacine, un vieux Beretta. Moi, j'avais la pièce maîtresse, une Kalachnikov AKM calibre 7.62, l'outil de travail qui impose le respect et met fin à toute discussion avant même qu'elle ne commence. Ma sacoche Gucci contrefaite contenait 3 chargeurs pleins. On était prêts pour la guerre. On n'était pas des charbonneurs de bas étage à vendre du shit au détail. Notre spécialité C était l'action rapide, le braquage chirurgical. On avait une réputation à tenir. On ne laissait pas de traces. On ne parlait pas. On agissait. Cette confiance en nous, cette certitude d'être les plus malins et les plus forts, C était notre plus grande force. Mais comme tu vas le découvrir, C était aussi la graine de notre destruction. L'orgueil précède toujours la chute. C'est une règle universelle. La motivation, ce N, n'était même plus vraiment l'argent. L'argent, C, était une conséquence, un bonus. Le vrai moteur, C, était l'adrénaline, le pouvoir de prendre ce qu'on voulait, quand on le voulait. C était une guerre contre l'ennui, contre le système qui nous avait parqués dans ces cités. Chaque opération réussie était un doigt d'honneur à la police, aux riches du Prado, à la France entière. On était les rois de notre propre chaos, et on aimait ça. On s'est posté dans une voie de service mal éclairée, une bretelle de sortie de l'autoroute A7 qui s'enfonçait dans le labyrinthe de la Castellane. C était notre terrain de chasse. Le vent mistral soufflait en rafales froides, charriant l'odeur de diesel et de pain. On connaissait chaque recoin, chaque angle mort. C était le guet-apens parfait, un piège naturel dont nous étions les araignées, attendant patiemment que la mouche se présente dans notre toile de béton et de pénombre. Et puis, on l'a vu. Un Yamaha T-Max 560, modèle récent, gris foncé, qui arrivait à vitesse constante. Un seul pilote, pas de passagers. Il roulait tranquillement, sans se douter de rien. C'était presque trop beau pour être vrai. La proie idéale, servie sur un plateau d'argent. Dans nos têtes, le scénario était déjà écrit. Le T-Max était déjà dans notre garage. Et nous, on était déjà en train de fêter ça. La routine, quoi. En s'approchant, on a distingué le pilote. Un type d'environ 55 ans, cheveux poivre et sel, le dos un peu voûté. Il portait un blouson de cuir usé, un jean, des bottes de travail. Le portrait robot de l'ouvrier qui rentre chez lui après une longue journée. Aucune menace, aucune méfiance à avoir. Cette vision a cimenté notre certitude. Ça allait être un jeu d'enfant, une simple formalité. On a échangé un regard avec Yacine. Trop facile. Le plan était simple, répété des dizaines de fois. Yacine et Karim allaient lui couper la route, le forcer à ralentir et à s'engager dans la ruelle sans issue. Moi, j'arriverais par derrière, en renfort.
La calache bien en évidence pour dissuader toute tentative de rébellion. 30 secondes. 1 minute tout au plus. Pas de violence inutile. Juste une démonstration de force. On prend les clés, on prend le T-Max et on disparaît. Propre, net, sans bavure. L'exécution a été parfaite. Nos scooters ont encerclé le T-Max, le guidant exactement là où on voulait. Une impasse qui débouchait sur un parking abandonné, jonché de carcasses de voitures brûlées et de blocs de béton. Le piège s'est refermé. Les lumières de la ville semblaient lointaines, étouffées. Nous étions seuls avec notre proie, dans notre arène. L'odeur de l'essence froide et du métal rouillé flottait dans l'air. Le décor était planté pour une tragédie. La certitude de la victoire était totale. L'adrénaline commençait à monter, ce mélange familier de puissance et d'excitation. On était les maîtres du jeu, les réalisateurs de cette scène. Le vieux N était qu'un figurant dans notre film, un obstacle passif sur notre chemin. On allait plier ça en 2 temps 3 mouvements. C'est cette arrogance, cette conviction absolue de notre supériorité, qui nous a rendus complètement aveugles aux dangers réels qui nous faisaient face. Je suis descendu de mon T-Max, le mouvement fluide et répété. J'ai épaulé la KM, le métal froid contre ma joue. La sécurité était déjà enlevée. Ma voix est sortie, dure et sans appel, résonnant contre les murs de béton. Alors, le vieux descend, sans faire le con, les mains sur la tête et passe les clés. C était notre phrase d'accroche, notre signature, le début du protocole habituel. Le moment où la peur devait s'installer chez la victime. Mais il ne s'est pas passé ce qui devait se passer. Le vieil homme a coupé le contact du T-Max. Le phare s'est éteint d'un coup, nous plongeant dans une semi-obscurité seulement percée par la lueur orange et vacillante d'un lampadaire défectueux. Il est descendu de la machine avec un calme déconcertant, presque théâtral. C était anormal. Une proie doit avoir peur, elle doit trembler, supplier. Lui, il était immobile, silencieux, comme une statue dans la pénombre. Son regard, C était ça le plus étrange. Il n'a pas regardé nos armes, pas une seule fois. Ses yeux balayaient l'environnement, les tas de décombres, les carcasses de voitures, les possibles voies de sortie. Il mesurait les distances entre nous, analysait nos postures. Ce N n'était pas le regard d'un civil terrifié. C était le regard d'un expert en train de faire une évaluation tactique du terrain. Il nous scannait, nous jaugeait, nous classifiait. Et c'est là que j'ai senti le premier frisson. Un courant d'air glacial qui n'avait rien à voir avec le Mistral. Le silence de ce type était plus assourdissant que les menaces que je pouvais hurler. Il y avait une densité dans l'air, une tension palpable. Le temps semblait ralentir. Mon instinct, cette petite voix qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois, commençait à crier dans ma tête que quelque chose n'allait pas, que cette opération N n'était pas comme les autres. Le détail qui a tout fait basculer dans mon esprit, c'est la façon dont il a posé la béquille du scooter. Un geste précis, mesuré, sans la moindre hésitation. Il n'a pas jeté le T-Max au sol par panique. Il l'a sécurisé comme s'il comptait le récupérer après. Ce N n'était pas un geste de soumission. Ce E était un geste de méthode, de procédure. Un homme qui a peur ne pense pas à ne pas abîmer sa machine. Un prédateur, lui. Oui, j'ai essayé de reprendre le contrôle, de briser cette atmosphère pesante. J'ai fait un pas en avant, le canon de la calache pointé sur son torse. « Tu fais le sourd ou quoi? Les clés, maintenant !» Ma voix se voulait menaçante, mais j'y entendais une pointe d'incertitude que lui aussi a dû percevoir. Je jouais mon rôle, mais je n'y croyais plus. J'y étais face à un mur, et ce mur me regardait. Il n'a pas répondu. Il a simplement levé les mains lentement, paumes ouvertes, un geste universel de reddition. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils étaient effrois, vides de toute émotion. C était le regard d'un chirurgien avant une opération, ou d'un boucher devant une carcasse. Il n'était pas la victime. Il était l'évaluateur. Il attendait. Il attendait que l'un de nous fasse la première erreur. Et c'est Yacine, bien sûr, qui l'a faite. Karim, à ma droite, devenait nerveux. Je le voyais gigoter. Son Glock tremblait légèrement dans sa main. Yacine, à gauche, perdait patience. Je le connaissais. Il détestait quand les choses ne se passaient pas comme prévu. « On va pas y passer la nuit », a-t-il lâché en s'avançant vers le vieux pour lui arracher son casque. C était l'étincelle, l'erreur fatale que l'autre attendait depuis le début. Mon dialogue intérieur était un chaos. Une partie de moi hurlait de tirer, de neutraliser la menace inconnue. L'autre, paralysé par l'incompréhension,
me disait d'attendre. Ce n'est pas un civil, ce n'est pas un flic. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais ressenti ça. Cette impression de être passé du chasseur à la proie sans même qu'un coup de feu ne soit tiré. Le monde venait de basculer, et je n'avais pas encore compris à quel point. Au moment précis où Yacine a tendu le bras, le vieux a explosé. Ce N n'était pas une attaque, C était une déflagration de mouvement. Un pas de côté fulgurant, utilisant le corps de Yacine comme bouclier humain entre lui et moi. Simultanément, sa main droite a plongé sous son blouson. Le mouvement était un dégainé d'une fluidité irréelle. Le SIG Sauer SP 2022 est apparu comme par magie dans sa main. Tout ça en moins d'une seconde. 2 détonations sèches, presque discrètes. Pop, pop. Pas le vacarme d'une arme de voyou, mais le son mat et professionnel d'un outil de spécialiste. Une doublette tactique. 2 balles à pointe creuse en plein dans le centre de masse de Yacine. Il s'est effondré comme une poupée de chiffon, sans un cri, les yeux grands ouverts de surprise. La vie l'a quitté avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Il était devenu une basse comptable. Karim a paniqué. Il a ouvert le feu. Une rafale désordonnée de 9 mm qui a criblé le mur d'un bâtiment derrière. Une réaction de civils, pas de soldats. Pendant ce temps, le vieux avait déjà pivoté et roulé derrière un bloc de béton, disparaissant dans l'ombre. Il ne ripostait pas au hasard. Il se déplaçait, il créait de nouveaux angles, il reprenait l'initiative tactique. Il nous déconstruisait, pièce par pièce, avec une efficacité terrifiante. J'ai tenté de viser avec la calache, de balayer sa position, mais c'était comme essayer d'attraper de la fumée. Il était un fantôme. Un seul tir est parti des ténèbres. Une flamme brève. La balle a frappé le genou de Karim, qui est tombé en hurlant de douleur, son arme glissant sur le bitume. Avant que je puisse traiter l'information, une autre détonation, venant d'un angle complètement différent. Une douleur aveuglante a explosé dans ma cuisse. Mon fémur venait de voler en éclats. La douleur était une surcharge électrique, une lumière blanche qui a effacé le monde. Je me suis écroulé, ma Kalachnikov tombant lourdement à côté de moi. En moins de 5 secondes, notre équipe, les prédateurs de la cité, avait été neutralisée. Anéanti. Je gisais au sol, le sang chaud coulant le long de ma jambe, et je voyais la silhouette se rapprocher calmement, son pistolet en position de contrôle, balayant la zone. Le passage de chasseur à gibier avait été instantané et absolu. Il n'y avait pas eu de combat, pas d'échange de tirs. Il y avait eu une exécution. 3 tirs chirurgicaux qui avaient démantelé notre opération et nos vies. Le chaos n'était pas venu d'une rafale de kalash, mais de la précision glaciale d'un seul homme, d'un seul pistolet. Il était l'ordre, et nous étions le désordre qu'il venait de ranger. Ses mouvements étaient d'une économie parfaite. Chaque pas était calculé. Il ne courait pas, il progressait. Il n'y avait aucune hésitation, aucune émotion. C'était l'application d'un protocole, d'un entraînement répété des milliers de fois, jusqu'à devenir une seconde nature. Il se déplaçait comme un professionnel de la violence, un homme pour qui cette situation N n'était pas une crise, mais un simple problème à résoudre. Un opérateur. La révélation m'a frappé avec la force d'une balle. Cet homme n'était pas un ouvrier. Ce n'était pas un simple civil qui avait eu de la chance. La façon dont il tenait son arme, sa posture, sa lecture du terrain, tout criait son appartenance à une élite. Gendarmerie? Police? Militaire? Je ne savais pas. Mais je savais que nous avions attaqué un loup qui était déguisé en agneau pour mieux nous attirer dans son piège. Alors qu'il se tenait au-dessus de moi, le canon de son arme pointé vers mon visage, j'ai entendu le son qui a scellé notre défaite, le clic métallique et définitif de la glissière de son pistolet se bloquant en position ouverte. Il était à court de munitions. Mais ça n'avait plus d'importance. Le travail était fait. Ce son n'était pas un signe de faiblesse, c'était la ponctuation finale de notre humiliation, la signature de l'artiste. Le vétéran s'est approché, ses bottes de travail ne faisant presque aucun bruit sur le goudron jonché de débris. Il n'y avait plus de tir, juste le sifflement du Mistral et mes propres halètements rauques. Il a vérifié le pouls de Yacine, puis celui de Karim. Un geste clinique, détaché, confirmant les 2 basses. Puis, d'un coup de pied sec et précis, il a envoyé ma Kalachnikov glisser à plusieurs mètres, hors de ma portée. J'ai tenté de ramper, mais il a simplement posé sa botte sur ma main, elle écrasant. Il n'a pas appelé les flics. Tu comprends ça? Pas de sirène, pas de renforts officiels.
Il a sorti un vieux téléphone à clapet, pas un smartphone, un truc de fantôme. Il a composé un numéro et a parlé d'une voix neutre, sans aucune émotion. Comme s'il commandait une pizza. Protocole gris activé, secteur nord. Nettoyage nécessaire. Estimation, 15 minutes. Il a raccroché. Hélène n'était pas seule. Il avait un système, une machine de guerre invisible qui venait de se mettre en marche. Pendant que j'agonisais, il s'est mis à faire le ménage. Avec un calme olympien, il s'est accroupi et, un par un, il a ramassé les 3 étuis de 9 mm qu'il avait éjectés. Il les a mis dans sa poche. Il effaçait ses traces. Il aseptisait la scène du crime. Nous, on laissait des douilles partout comme des signatures, des trophées. Lui, il ne laissait rien. Il n'était jamais venu. Était la différence entre un voyou et un opérateur. Puis, l'humiliation finale. Il s'est agenouillé à côté de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait le café froid. Il ne m'a pas aidé, il ne m'a pas achevé. Il a juste chuchoté, et ses mots étaient plus tranchants qu'une lame de rasoir. Vous êtes des amateurs, bruyants. Dis à ton chef que la saison de la chasse a changé. Ce N n'était pas une menace. Était un communiqué officiel, une déclaration de guerre d'un État contre un autre. Il s'est relevé sans un mot de plus. Il est retourné vers son T-Max, celui pour lequel mes 2 amis venaient de mourir. Il l'a enfourché, a mis le contact et a démarré. Le bruit du moteur était la seule chose qui brisait le silence mortuaire. Il a jeté un dernier regard vide dans ma direction. Puis, il a disparu dans la nuit marseillaise, me laissant seul avec mes morts, ma jambe brisée et un message à transmettre. Aujourd'hui, 7 ans après, j'ai 31 ans. Mon trône, c'est ce fauteuil roulant froid, posté près de la gare Saint-Charles, où je tends la main aux passants. Ma jambe droite, ils l'ont coupée sous le genou. Le Mistral s'engouffre dans mon survêtement usé, me rappelant chaque seconde le froid de cette nuit-là. Je suis un fantôme, un débris de cette embuscade ratée, une carcasse abandonnée sur le parking de ma propre vie, un rappel vivant de notre arrogance. La DZ Mafia m'a jeté comme un déchet. Perdre 2 hommes et une calache pour un T-Max raté. J était devenu un bouffon, un passif, un homme mort qui respirait encore. J'ai été retrouvé par la BRI. J'ai pris 8 ans ferme au Baumette. Mais sortir a été pire que d'y rester. Dehors, je suis une cible pour les clans rivaux, et même pour mes anciens frères qui pourraient vouloir effacer une preuve vivante de leur humiliation collective. Et l'ombre grise, son nom n'est jamais apparu. L'affaire a été classée, règlement de compte entre bandes rivales. Il n'a jamais été inquiété. Mais parfois, dans les rues, j'entends des rumeurs. Des histoires d'un fantôme qui fait le ménage dans les quartiers. Un justicier silencieux qui fait disparaître des trafiquants sans laisser de traces. Je sais que c'est lui. Il est toujours là, en activité, invisible et létal. Un prédateur dans son habitat naturel. Dans le milieu, on croit que la taille de la Kalachnikov définit le prédateur. On pense que la brutalité fait la force. Cette nuit-là, j'ai appris la leçon la plus importante de ma misérable vie. Il y a une hiérarchie dans la violence. Et tout en haut, il y a des monstres qu'il ne faut jamais, jamais provoquer. Il y a des gens qui ne sont pas des gens. Ce sont la République, déguisés en vieil homme fatigué sur un scooter.